Voilà, on va passer maintenant à une présentation de Dominique Bourgeois sur le règlement technique des ultimes. Dominique va nous expliquer un petit peu les conséquences de ce nouveau règlement et les nombreuses questions que cela pose. Tu vas te mettre ici, Dominique? Voilà, on peut l'applaudir. C'est à toi. Bonjour là. Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, il faut se mettre devant. Voilà. Oui, c'est les incidences du nouveau règlement technique. Donc avant de venir au sujet propre, je pense qu'il faut quand même revenir sur le concept philosophique que ça entraîne derrière. Parce qu'on a des foils, on a de la technologie, on a de l'économie, etc. et tout, comme on nous a dit. Mais il y a quand même l'idée d'une bataille d'Hernani sur les foils, entre les classiques et les modernes. Mais il ne faut pas oublier que les modernes d'un jour sont les classiques de demain. Donc il faut faire attention à ce que ça entraîne. J'ai entendu quelques réflexions aussi sur le fait que le monde va vite. Alors c'est pas tout à fait pareil. Je vous renvoie au philosophe Virilio sur la vitesse de libération. L'accélération n'est pas la vitesse. Il faut bien comprendre ça. Et donc, un monde qui va vite, il va toujours à la même vitesse. Le temps, il n'est pas compressible. Donc, c'est aussi ce qu'il faut comprendre. Comme par exemple, sur le trophée Jules Verne, on imagine bien qu'à un moment, il va y avoir une butée. On ne pourra pas tourner autour du monde en 2 jours. Donc, il y a forcément des limites naturelles. Donc là, tout à l'heure, on a entendu que les plages n'étaient pas faites pour faire du foil. Donc ça veut dire que la nature ne veut pas accepter les foils. Il faudrait changer la nature pour qu'on puisse pratiquer la planche à voile, à foil. Ça pose des problèmes philosophiques. Voilà, donc avant de rentrer dans le sujet du règlement lui-même, on va faire un petit historique parce qu'on a l'impression que les foils, ça arrive tout de suite comme ça, boum. C'est pas tout à fait le cas, ça fait plus de 150 ans que l'homme essaye de décoller et il y a réussi. Et ça fait quand même un certain nombre d'années aussi qu'on a réussi à voler longtemps sur les bateaux. Alors quelques petites images pour vous rappeler quand même l'histoire. Donc au départ, c'est simplement des planches qu'on met avec de l'incidence et le bateau décolle. Donc au fur et à mesure, ça avance. Et on arrive dans les années 70, tu peux avancer, hein. Ça c'est rapide, hein. Voilà, on a des bateaux avec des échelles, et que ça c'est un tornado avec des échelles, c'est le premier. Et voilà, et en 72, on a le premier bateau qui vole vraiment, c'est l'H890. Donc en fait là on est dans le militaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui intéresse les gens au départ, c'est d'aller vite. Et pourquoi on va vite? Parce qu'on va plus vite sur un champ de combat. Donc, faut pas oublier aussi que nos amis militaires ont abandonné les foils. Donc ça peut nous faire réfléchir aussi, comme d'ailleurs les bateaux de transport. Maintenant, c'est les catamarans à redans qui vont plus vite que le Condor pour aller à Jersey. Donc faut faire attention à ce qu'on dit. C'est comme le téléphone. Il y a 15 ans, il y avait des portables. C'était les premiers, il y avait peut-être 3 millions de personnes qui utilisaient, ou quelques dizaines de millions. Maintenant, c'est en milliards. Les conséquences, les dégâts collatéraux qu'il y a derrière, on vient de les découvrir avec Facebook, etc. Donc, faisons attention au sens philosophique que la technologie nous amène. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc là, voilà, c'est le premier foiler. C'est assez simple. Faut pas oublier quand même qu'il y a un petit aileron sur le Safran. Paul Ricard, 1979. Donc ça bouge beaucoup. On a hydrofolie, etc. Tu peux avancer. Hein. Donc voilà, on a plusieurs types de foils à l'époque. En général, c'est des planches, plus ou moins profilées, qui sont à 90 degrés. Donc il y a des gros bides.
Parce que le truc, c'est que pour voler, il faut être léger. Donc voilà, c'est un problème de structure après. Donc plus on est lourd, plus il y a d'efforts, plus il y a d'efforts, plus il faut renforcer, plus on est lourd, etc., etc. Bref. Donc voilà, on a les bateaux légers, mais tout trop légers, donc boum, ça casse. Et puis après, on a l'hydroptère. Alors là, c'est bon, c'est quand même 30 ans de recherche pour arriver à un truc qui a été vendu à Hawaï 50 000 boules. Donc le problème, ça a été qu'en 30 ans, le concept initial n'a pas évolué. Alors que, en parallèle, il y avait les feuilles d'appoint sur les machins, et puis sur les ormats, on a commencé à faire des feuilles de courbe. Et le feuille de courbe, ça a été en fait un peu une révolution sur le feuille océanique en tout cas. Et au départ, c'est donc Marc Lombard qui a lancé ça sur Banque Populaire 2. Au départ, en fait, c'est pas du tout pour voler. Hein. C'est plutôt que le foil courbe va permettre de faire sa sortie de son puits au milieu de la pièce de quille. Tous les foils à 45 degrés traverser le flotteur, donc on a des problèmes de cavitation, de ventilation, etc. Et tout. Donc là, avec le foil de courbe, on peut sortir sous le flotteur. Donc ça nous fait avancer déjà. Et donc, ils s'aperçoivent qu'au fur et à mesure, ils réduisent le rayon de courbure, et que plus ils réduisent le rayon de courbure, plus il y a de poussée verticale. Donc ils se disent à un moment, on va avancer, et puis qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, donc ça c'est le foil, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des foils qui font voler, donc on va faire des foils en L, voilà, avec tous les systèmes, voilà, on joue sur tous les paramètres en 3D, donc l'inclinaison verticale, horizontale, etc. et tout, patata. Bref, ceci étant dit, où en sommes-nous maintenant? On est donc capable, techniquement, puisque c'est déjà en 1972, sur l'H890, qu'une machine, techniquement, fasse voler le bateau et s'adapte à l'état de la mer. Puisque quand même, cette machine H890, elle allait à 56 nœuds avec 1,50 m de creux. Donc c'est pas rien. Bon, c'était pas une grosse machine. Hein. Et puis il y a eu après, les États-Unis ont fait des genre Corvette, etc., l'armée qui allait quand même à 60-70 nœuds. Hein. Donc c'est pas rien non plus. Après il y avait des problèmes de vieillissement des foils et tout, parce que à ces vitesses-là, les pièces en ferraille ou en aluminium, ça ne tient pas la marée longtemps. Donc là, on a une nouvelle classe qui s'appelle la classe ultime 3223. Et donc elle a essayé de définir, en dehors de son cadre technique, longueur, donc 32 mètres, de 24 à 32 mètres, pardon, largeur maximum 23 mètres, etc., etc. Elle a essayé de définir comment on va naviguer sur ces bateaux-là. Donc, philosophiquement parlant, il y a deux écoles. Une qui dit c'est toujours l'équipage qui est à même de régler le bateau, et une autre qui dit on va asservir, ou plutôt réguler automatiquement la machine pour que le gars il puisse dormir pendant qu'il fait le tour du monde. Donc ce sont ces deux philosophies-là qui s'opposent en ce moment. Et en fait, la deuxième solution, donc le fait d'asservir totalement, de réguler automatiquement, parce que c'est plutôt en ces termes-là qu'il faut parler. L'asservissement, c'est... Je vais vous donner la définition de l'asservissement mécanique. C'est un dispositif à l'aide duquel on maintient le fonctionnement d'une machine dans les limites qu'on s'est fixées à l'avance. La régulation, telle qu'elle est dans la jauge de la classe ultime 3223, c'est un dispositif agissant sur le réglage d'un appendice de coque non paramétré par un membre de l'équipage et ou déterminant le réglage des appendices de coque et ou permettant de maintenir le réglage constant. Je pense que ceux qui ont
établi la jauge, n'était pas des littéraires. Il y a donc un problème de définition, parce que chaque mot a un sens. Et donc là, on est un peu dans l'expectative, parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Donc eux le savent, mais nous, on ne sait pas. Le lecteur ne le sait pas. Donc là, on est quand même assez embêtés. Mais ce qui sort de cette jauge classe ultime, c'est que l'équipage doit pouvoir toujours intervenir sur le réglage. Alors, des foils, à l'heure actuelle, c'est fait mécaniquement par l'équipage. C'est surtout l'empennage, c'est-à-dire le volant qui est sur les safrans, qui va permettre de régler le cabrage du bateau. Donc, cabrage égale incidence du foil, etc., etc. Donc, c'est sur ce paramètre-là essentiellement où il y a ambiguïté sur le sens des mots et qu'est-ce que ça veut dire. Mais eux, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il est interdit de réguler automatiquement, donc par une machine, par un asservissement, par des capteurs, etc., l'empennage pour pouvoir régler l'assiette du bateau en navigation. Puisque c'est là où on va pouvoir aller plus vite, donc accélérer, pas forcément... accélérer, c'est pas forcément aller plus vite. Je vous renvoie à Virion, parce qu'on peut accélérer très vite, mais on peut décélérer très vite aussi. Donc voilà, c'est des problèmes aussi qu'il faut prendre en compte. Sur la route du Rhum, pour répondre aux questions qui ne vont pas manquer de venir de toute la salle, pour la route du Rhum, à l'heure actuelle, c'est donc cette philosophie qui dit, pour pouvoir modifier l'incidence d'un appendice de coque, donc empennage essentiellement, il faut que le skipper intervienne dessus. Alors, il y a une subtilité, de ce que j'en ai compris, c'est pas simple, c'est que des capteurs peuvent donner la référence, enfin l'angle qu'il faut pour pouvoir avoir l'optimisation de ce qu'on veut. Le skipper peut programmer ce truc et après mouliner pour pouvoir atteindre cette valeur, voilà, qui va s'arrêter automatiquement à la valeur qui a été définie par la machine. Voilà, si vous avez des questions. J'en sens. Ah, j'en sens. Alors, il est beaucoup plus compétent que moi au jour. Surtout, il y avait plein d'humour, c'est surtout agréable en technique. Merci. Je te reconnais bien. Non, mais l'asservissement, c'est où une boîte, où c'est le cerveau. Alors, il est certain que la boîte, elle peut marcher 24 heures sur 24, le cerveau, il s'arrête. Il s'arrête parce qu'il ne peut plus lire au bout d'un certain nombre d'heures, il ne peut plus piloter. Parce que qu'est-ce qu'il va avoir, le pilote? Il va avoir un tas d'informations et puis il va les intuiter et puis le cerveau va beaucoup plus vite d'ailleurs peut-être que l'asservissement électronique. Parce que c'est quoi un asservissement? Vous fixez un objectif, la machine vous renvoie, le mobile vous renvoie là où il est, et tant qu'il n'a pas atteint l'objectif, il continue à envoyer des impulsions pour atteindre l'objectif. Exact, oui. Mais le GUS, ça barre. Quand vous barrez un bateau, un voilier basique, c'est exactement pareil. Vous avez des cadrans, vous avez vos oreilles. Pour ceux qui ont du nez, ils ont du nez. Et puis de la sensation sur la barre, et vous faites vous-même un hyper-asservissement qui vous permet de faire des bons barreurs ou des moins bons barreurs. D'accord, sauf que le barreur, il peut quand même aller autre part que l'objectif. Alors que la machine, elle rate toujours à l'objectif. Non, il passe la main à un conservateur d'allure dans les années 70, yes, qui suivait le vent, et maintenant il passe la main à ce que fait monsieur NKE, là, avec des... pilote automatique. Avec des centrales à inertie, des trucs, et le gars, il va dormir, et puis le bateau, il continue. C'est un asservissement. C'est un asservissement, puisque c'est plus le cerveau qui dirige. La question, on pourrait remettre, c'est le cerveau qui doit diriger le bateau. C'est tout.
Voilà, Alors maintenant qu'on ait des capteurs à droite et à gauche pour savoir quelle est la position des flaps et tout ça, on a bien des capteurs d'angle de barre, on a bien des capteurs de girouette, on a bien des tas de capteurs. Mais le problème, il est, est-ce qu'on est capable en solitaire de barrer 24 heures sur 24 un foiler? Oh, même un bateau tout court. Mais un bateau, c'est plus facile. Un archimédien, c'est plus facile. Si on leur interdit, ils mettront des conservateurs d'allure. Sur un foiler, vous ne pouvez pas mettre un conservateur d'allure. Ça ne marche pas. Je rappelle tout de même, donc pour la classe ultime 32-23, on ne parle absolument pas d'asservissement, mais donc de régulation. Donc la régulation, le terme ne me paraît pas adapté. On aurait mis régulation automatisée, peut-être que ça allait mieux, mais voilà, parce que tout le monde régule. Donc c'est pas très simple. Donc voilà, je suis dans les temps. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Non. Ça intéresse personne. Non, dis Dominique. Merci bien Dominique, merci beaucoup. Merci.